C'est bon pour vous? Ok. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Baptiste Baïs, je travaille au bureau de la durabilité du canton de Vaud. Et avec ma collègue Valérie Bronqui, ici présente, nous sommes les organisateurs de cet événement. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième conférence qui s'inscrit dans le cadre du défi durabilité 2022 sur l'alimentation. Comme vous le savez, le défi a commencé la semaine passée et il s'adresse à tous les collaborateurs et toutes les collaboratrices de l'État de Vaud, ainsi qu'à certaines communes. Nous arrivons bientôt à 1000 participants. C'est l'occasion pour moi de vous remercier pour votre motivation. Alors, pourquoi le Bureau de la durabilité organise des défis et pourquoi a-t-il choisi le thème de l'alimentation ? Eh bien, parce que l'alimentation, ça représente un immense levier en matière de durabilité. L'alimentation, c'est 30% de l'impact environnemental des citoyens suisses. C'est plus que la mobilité, c'est plus que le logement. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des leviers. Nous en avons déjà vu certains lors de la conférence de la semaine passée, qui était ici mercredi. On pourrait aussi se demander pourquoi l'État de Vaud organise des défis durabilité. La réponse est simple, parce que cela marche. Nous avons eu plus de 1000 participants l'année passée lors de la première édition des défis qui a porté sur le numérique responsable et 80% des participants recommandent la participation, expliquent avoir appris les bons gestes. Le défi durabilité 2022, c'est beaucoup de choses. Le défi durabilité sur l'alimentation, c'est apprendre les bons gestes en s'amusant, renforcer la cohésion au sein de son équipe. C'est aussi préserver l'environnement qui nous entoure, chercher à favoriser le bien-être animal, mais c'est aussi chercher à favoriser sa santé. C'est aussi soutenir les agriculteurs de notre région. Et c'est aussi, comme ce soir, participer à des événements et augmenter ses connaissances sur l'alimentation. Le défi durabilité, c'est aussi se rendre compte que la transition écologique, ce n'est pas que des contraintes, comme on l'entend souvent, mais c'est aussi beaucoup d'opportunités et des découvertes. Je vous remercie d'être présents ici ou en ligne, et de votre intérêt pour cette thématique. La semaine passée, nous avons eu la chance d'écouter Madame Charlotte Delabaume de l'entreprise Bilong et Monsieur Sébastien Imbert de l'entreprise Cantis nous parler de l'impact de l'alimentation sur le climat. La conférence sera bientôt disponible en replay pour ceux qui n'auraient pas pu y assister. Je disais que le défi durabilité, c'était aussi des opportunités et des découvertes. Le thème de la conférence de ce soir nous permettra justement de nous rendre compte qu'il existe des synergies entre la protection du climat d'un côté et la préservation de sa santé de l'autre. Nous élargissons donc le champ de la thématique, puisque nous allons voir qu'il est possible de manger sainement tout en préservant notre planète. La semaine prochaine, nous accueillerons ici la Fédération romande des consommateurs pour une dernière conférence intitulée « Se nourrir sainement, sans gaspillage et en préservant son budget ». Comme la semaine passée, la conférence de ce soir sera suivie d'un apéritif. Cette fois, ce ne sera pas en dessus, mais ce sera en dessous à la salle du Sénat. Je vais à présent passer la parole à Madame Annick Cag, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté de prendre de son temps pour donner cette conférence. Madame Cag est diététicienne et experte en promotion de la santé depuis plus de 20 ans. Elle travaille à Unisanté, dans le département de promotion de la santé et de prévention, dans le domaine de la promotion d'une alimentation équilibrée. Madame Cag travaille sur plusieurs thématiques, comme par exemple le suivi des établissements labellisés Fourchette Verte dans le canton de Vaud, les établissements publics, et la sensibilisation des parents des jeunes enfants sur la diversification alimentaire. Je la remercie d'avoir donné son temps et je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Voilà, je vous remercie pour l'invitation sur cette thématique très pertinente, hein, alimentation saine, alimentation durable. Ce que je vous propose pour ce début de soirée, ça va être justement d'explorer les recommandations d'une alimentation équilibrée
avec un regard croisé sur justement nos choix alimentaires, notre consommation, avec ce regard croisé vraiment sur la durabilité. Je vais vous présenter quelques chiffres, quelques statistiques un peu de consommation par rapport à nos habitudes. Est-ce que nos habitudes alimentaires justement en Suisse sont saines? On va le voir. Est-ce qu'elles suivent les recommandations? Et puis comment on pourrait, en tout cas chacun dans ses choix, essayer de mieux préserver justement à la fois sa santé et à la fois notre environnement. On sait vraiment qu'une alimentation équilibrée, une alimentation saine influence notre santé, notre bien-être, notamment en permettant de diminuer ces facteurs de risque des maladies qu'on appelle non transmissibles. Les maladies non transmissibles, ça va être les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'hypertension artérielle. Voilà, mais aussi le surpoids, l'obésité, mais une alimentation aussi équilibrée, on le sait maintenant aussi, faire de bons choix au niveau de son alimentation, ça permet aussi d'avoir des grandes répercussions justement sur la santé planétaire. Comme vous l'a dit Monsieur Baïs, effectivement, notre consommation alimentaire impacte à 30% en fait les nuisances environnementales. Donc j'aime bien cette phrase un petit peu pour démarrer de Michael Pollan qui dit « Nous pouvons changer le monde avec un coup de fourchette. 3 fois par jour, nous avons la possibilité de faire la différence. » En sachant que dans le cadre des objectifs de développement durable des Nations Unies, la Suisse s'engage à diminuer de moitié les pertes alimentaires, justement dues au gaspillage d'ici à 2030. Donc un grand challenge pour notre pays où on jette en fait par habitant environ 100 kilos de denrées alimentaires chaque année. Donc ce que j'ai prévu d'aborder avec vous ce soir, ça va être les habitudes alimentaires en Suisse, sur des statistiques de consommation, une étude qui s'est faite sur justement nos habitudes en parallèle, en confrontation avec les recommandations justement de la Société suisse de nutrition. Ensuite, on parlera des aliments de saison et de proximité, comment faire de bons choix aussi à ce niveau-là, notamment bien sûr sur les fruits et légumes. C'est l'aliment qu'on gaspille le plus, c'est les fruits et légumes, je reviendrai souvent dessus. Moins de viande, quand on parle de durabilité, on sait que notre consommation de viande en Suisse est largement au-delà des recommandations. On est un pays riche et on consomme effectivement 3 fois plus de viande que ce qui serait préconisé. Donc aussi bien au niveau de notre comportement en matière de santé qu'au niveau de la durabilité, réduire sa consommation de viande, être plus attentif pour trouver des alternatives à ce niveau-là, permet déjà d'avoir un impact positif sur les 2 thématiques. Et puis diminuer le gaspillage alimentaire. Alors j'imagine que la Fédération romande des consommateurs viendra aussi justement dessus la semaine prochaine. Moi je vais plus vous parler effectivement aussi de quelques mots en tout cas sur les dates limites. Et puis à quoi on peut être attentif aussi pour réutiliser les restes d'aliments, vu qu'on jette beaucoup d'aliments à la poubelle. Quelques astuces de consommation justement sur ces thèmes-là. À la fin, bien sûr, les questions. J'essaierai aussi de vous interpeller un peu au fur et à mesure. Voilà, conclusion, questions pour la fin. Ça vous va? On y va comme ça. Donc les recommandations d'une alimentation équilibrée. Alors vous avez sûrement déjà rencontré ce schéma, la pyramide alimentaire de la Société suisse de nutrition. Ici, elle est un petit peu différente puisqu'elle prend en considération notre façon de nous alimenter. Donc sur les différents étages de la pyramide, on retrouve les statistiques de consommation nationale qui ont été évaluées par une enquête qui s'appelle Menu CH, qui s'est réalisée au cours de l'année 2015 et qui a publié en fait des résultats en 2017 sur est-ce qu'on mange équilibré en Suisse, oui, non, et puis par rapport à chaque recommandation et chaque groupe d'aliments. Donc si on va prendre en détail, en tout cas, les recommandations de l'alimentation équilibrée et ses statistiques de consommation, avec toujours ce focus sur la durabilité. Ce qu'on sait, ce qu'a montré aussi comme résultat une étude récente de 2019 de l'École polytechnique fédérale de Zurich, c'est que suivre les recommandations
de la Société suisse de nutrition telles qu'elles sont schématisées sur la base de cette pyramide. C'est vraiment une option durable qui permet de diminuer de 36% l'impact écologique de notre alimentation et aussi de 33% le budget qu'on alloue à la nourriture. Donc voilà, c'est vraiment des fois des petits changements au niveau de nos habitudes alimentaires qui ont un impact important. Donc, la pyramide, ça schématise, voilà, l'importance d'une alimentation équilibrée avec à la base les boissons, donc le groupe d'aliments qu'on devrait consommer en plus grande quantité. Et puis, plus on monte vers le sommet de la pyramide, moins nos besoins sont importants en volume et en fréquence, on va dire comme ça pour le schématiser. Après, je reprendrai un peu les groupes un à un avec chaque fois le focus sur la durabilité et des conseils pratiques. Donc, on peut juste peut-être constater, puisqu'on voit donc les recommandations par étage, et puis en flouté, en fait, un peu en blanc, les aliments, en fait, les portions qu'on consomme pas suffisamment, et les étages, par exemple, quand on monte vers le sommet de la pyramide, les étages qui débordent, en fait, qui sont trop consommés selon cette enquête nationale. Qu'est-ce qu'on peut constater en premier? Quelle est la recommandation qu'on suit le mieux dans nos habitudes? Comme ça, pour voir si vous suivez. Quel est l'étage de la pyramide qui paraît juste dans les proportions? Les boissons, exactement. Le premier étage. Donc le premier étage, effectivement, c'est la seule recommandation qui est vraiment bien atteinte en Suisse. On boit suffisamment d'eau et de thé, de tisane. On arrive à boire entre 1 et 2 litres par jour, donc on suit la recommandation à ce propos-là, à ce niveau-là. Ensuite, l'étage des fruits et des légumes, il nous manque quand même une consommation de 2 portions. On consomme en moyenne 3 portions de fruits et de légumes par jour, au regard des 5 qu'on devrait consommer aussi pour sa santé. Et puis, l'étage suivant, au niveau des produits céréaliers, tout ce qui est féculent, là aussi, on en consomme bien, mais on consomme plutôt une portion, il nous manque une portion par jour, et surtout pas assez de céréales complètes, riches en fibres. Et ensuite, l'étage qui vient en trop grande quantité, qui est surconsommé, ça va être les protéines, notamment les protéines animales. Donc, on consomme trop de protéines issues de la chair animale, comme les protéines issues de la viande et du poisson, au détriment d'autres sources de protéines végétales qu'on consomme de manière insuffisante, et des produits laitiers aussi riches en calcium qui pourraient être consommés plus largement, en tout cas une portion supplémentaire. L'étage encore au-dessus, ça va être les graisses, les matières grasses, où là on consomme trop de graisses dites animales au détriment justement des huiles recommandées, des graisses plus végétales, et toutes les noix, les noisettes aussi qui sont riches en acides gras essentiels, et puis trop de graisses sous forme de beurre, de crème. Et puis au sommet de la pyramide, c'est là qu'on bat un peu plus les records encore dans notre consommation nationale. Ça va être les snacks sucrés, salés, donc les aliments qu'on appelle en tant que diététicienne, on appelle ça les aliments plaisir. Donc plaisir veut dire ils ont une bonne place quand même, justement à ce niveau-là, mais ils devraient être consommés raisonnablement. Donc là aussi, en Suisse, on consomme 4 portions à peu près d'aliments plaisir par jour au lieu d'une seule. Quand on parle d'aliments plaisir, là ont été aussi comptées les boissons alcoolisées et les boissons sucrées. Voilà, c'est pour ça. Et autrement, c'est 2 portions d'aliments aussi sous forme de snacks sucrés salés. Je vais reprendre un peu les détails, mais vraiment si on porte aussi son regard d'un point de vue écologique sur cette pyramide alimentaire, si on s'attarde un petit peu sur cet angle-là, on voit aussi des pics de hauteur sur certains groupes d'aliments, notamment les fruits et légumes, avec justement les denrées qui sont importées, donc surtout les fruits et légumes qui voyageraient justement par avion. Donc tout ce qui est importé par avion, c'est sûr qu'au niveau du coût énergétique, c'est très conséquent. Par exemple, des légumes qu'on produit chez nous et qui sont régulièrement importés, comme les asperges du Pérou, les haricots du Kenya, pour ces aliments. Les pommes de terre aussi, des pommes de terre d'Égypte, par exemple, ou d'Israël.
Donc voilà, c'est très impactant. Après, dès qu'on consomme local, au niveau des fruits et des légumes, l'impact est moindre. Le voyage en camion, voilà, c'est vrai qu'on n'est pas un pays producteur non plus d'oranges, c'est la saison des mandarines, voilà, sur les pays chauds, Italie, Espagne, c'est vrai que nous on n'en produit pas. Donc ces aliments, ces fruits et légumes qui voyagent en camion sont bien sûr nettement moins impactants que toutes les denrées qui voyagent en avion. Donc là aussi, en tant que consommateur responsable, on peut faire de meilleurs choix. Et puis autrement, le groupe d'aliments qui est le plus impactant, effectivement, ça va se jouer beaucoup sur les protéines, notamment la consommation de protéines animales. On voit là des pics de hauteur très importants sur la viande, le poisson, les œufs d'une certaine manière, qui comprend aussi les œufs qui sont importés en Suisse. Beaucoup de denrées transformées contiennent des œufs importés. Donc d'où aussi ces pics-là. Donc après, je vais reprendre un peu les étages de la pyramide avec aussi quelques astuces pratiques, quelques astuces durables. Donc je l'ai dit au départ, c'est vrai que l'eau, le premier étage de la pyramide, c'est la recommandation qu'on suit le mieux d'un point de vue de consommation. On boit donc 1 litre au moins par jour. L'eau est la seule boisson dont notre organisme a besoin pour fonctionner. Donc on devrait lui faire une belle place. Et par contre, toutes les boissons sucrées, soda, thé froid, c'est beaucoup de sucre et ça va plus sur l'étage tout en haut de la pyramide alimentaire avec les snacks sucrés salés. Donc toutes les boissons non sucrées vont rentrer dans ce calcul de l'hydratation, dans nos besoins et dans cette recommandation. Et puis là vraiment au niveau d'une consommation pratique, de conseils pratiques et durables, c'est vraiment d'emporter avec soi une bouteille d'eau réutilisable, ne pas acheter de l'eau, alors que l'eau du robinet en Suisse est très bien contrôlée. Boire de l'eau en bouteille, ça impacte 1000 fois plus, ça coûte 1000 fois plus d'énergie que l'eau du robinet. Donc, en sachant qu'on doit boire 2 litres par jour, c'est un geste important que de boire de l'eau du robinet. Et puis, on peut très bien, si on se lasse un peu de l'eau, faire des tisanes aromatisées maison, on rajoute quelques fruits de saison ou des herbes aromatiques, voilà, en mettant beaucoup moins de sucre que le fait l'industrie à ce niveau-là. Voilà pour en tout cas, toutes les recommandations à ce niveau. Et puis, l'étage suivant, fruits et légumes, on va s'attarder un peu plus, vu que là, il y a beaucoup de choses à dire, tant d'un point de vue santé que durabilité. Manger des fruits et des légumes, j'ai dit en Suisse, on arrive à une statistique d'à peu près 3 portions, c'est déjà bien, par rapport aux 5 qui sont préconisés. Les fruits et légumes, c'est beaucoup de vitamines, notamment la vitamine C, qui est une vitamine protectrice, antioxydante, mais aussi des fibres. Les fibres jouent un rôle au niveau de notre système digestif, mais aussi notre sentiment de satiété. On sait qu'un repas qui est riche en fibres, qui contient suffisamment de légumes, peut-être aussi un fruit en dessert, va être rassasiant plus longtemps qu'un fruit qui contient que des hydrates de carbone et des protéines, par exemple. Donc vraiment important par rapport à ce sentiment de satiété qui joue aussi un rôle sur nos apports tout simplement alimentaires et la régulation finalement aussi du poids. Donc voilà pour les fruits et légumes au niveau vraiment recommandation plus de santé. Qu'est-ce qu'une portion? On nous demande souvent, 5 portions, oui, mais c'est quoi une portion? Une portion, un repère, c'est une poignée. La poignée, donc toute la poignée de légumes, de salade que peut contenir notre main. Et là, on voit une poignée d'adultes vis-à-vis d'une poignée d'enfants. Et c'est la même recommandation pour les enfants. C'est pas qu'ils devraient consommer moins de fruits et de légumes, c'est que les portions devraient être adaptées à leur taille, tout simplement, et la taille de leur poignée. Donc voilà, tout ce qu'on peut contenir dans sa main. Je vous reparlerai un peu aussi des portions maniables avec d'autres groupes d'aliments, c'est aussi un bon repère. Voilà. Et puis par rapport aux fruits et légumes, donc on aurait tout intérêt à consommer, si on est à 3 portions, déjà une portion supplémentaire, un effort qui est maintenu sur la durée est déjà conséquent et intéressant au niveau de sa santé, puisque c'est plus de vitamines, plus de fibres. Donc si on arrive à maintenir une 4e portion par jour, ou si on est à 2 puis qu'on arrive à en consommer 3, c'est déjà très bien.
Mais qui dit légumes dit si possible effectivement légumes de proximité qui poussent en Suisse, et d'éviter effectivement d'aller chercher, on a vu tout à l'heure l'impact, en tout cas, et j'y reviendrai aussi sur les légumes qui voyagent par avion et qui sont du coup pas cultivés chez nous. Je vous propose justement à ce sujet, on sait qu'un haricot qui vient d'Espagne a 15 fois plus d'impact en énergie qu'un haricot frais cultivé en Suisse. Et je vais vous proposer justement une petite capsule vidéo sur ce sujet avec un peu d'humour. Donc je donne le feu vert là-haut, parce que je peux pas faire direct. Ça va arriver. Normalement. Est-ce que ça joue? Capsule vidéo légumes. Quelqu'un? Maman, on pousse quand les haricots? Ouais, ça pousse tout le temps les haricots. Mais chez nous, quand? Ça pousse maintenant, il y en a là maintenant. La maîtresse a dit que ça pousse en été, pas en hiver. Oui, bien sûr, mais tu vois, là, le haricot, il a un petit manteau, et comme ça, il a bon chaud, et il s'appelle les niches. En même temps, ceux-là, ils viennent du Kenya. Eh ben, il habite au Kenya avec ses copains haricots. Il vient comment jusqu'ici? Ben, il fait de l'autostop, le haricot, parce qu'il est cool, le haricot. Mais la maîtresse a dit qu'il venait en avion. Alors, il prend des tout petits avions qui marchent à l'énergie solaire, là. Oui, mais la maîtresse... Non, mais alors, tu connais les avions solaires, ça existe. Il y en a un qui a fait le tour du monde, là, comment il s'appelle, Bertrand Ricard, là, avec son copain Borchberg, là, ils ont fait le tour du monde. Alors, les haricots, aussi, ils prennent l'avion solaire. Oui, mais la maîtresse... Alors, écoute, ta maîtresse, quand elle devra nourrir une bande de morveux difficiles, eh ben, elle aussi, peut-être, qu'il achètera ses haricots en Tanzanie. Merde. Maman, on pousse quand les haricots? Ouais, ça pousse. Une autre, mais c'est vrai que c'est des vidéos qui viennent de énergieenvironnement.ch. Il y a 14 petites capsules vidéo sur l'alimentation durable, toujours avec de l'humour comme ça. Donc on voit que c'est pas simple non plus en tant que consommateur. Le problème, c'est souvent qu'on ne sait pas forcément à quelle saison poussent les légumes chez nous. Non plus, il y a aussi une perte de connaissance là autour. Du coup, les fruits, pareil. Donc voilà, c'est pas toujours simple de s'y retrouver. Quand on achète aussi des fruits et des légumes dans les grandes surfaces, là aussi, tout est fait des fois pour nous masquer certaines provenances. C'est pas simple, si on veut lire toutes les étiquettes. Donc en tout cas, des recommandations là autour par rapport à l'impact environnemental. Vraiment, c'est du coup le légume qui impacte le plus l'environnement, c'est vraiment celui qui voyage en avion. Ensuite viennent donc le légume qui est cultivé sous serre chauffée. Aussi, en Suisse, et puis commercialisé sous verre à cause de l'énergie pour la production et le recyclage du verre, et le congelé. Donc, dans les choix qu'on peut faire, savoir jusqu'au niveau des légumes bio suisse garanti, qui a donc pas de culture sous serre chauffée, ça c'est sûr. Et puis pour les légumes qui sont importés et les fruits, pareil, le bio importé aussi garantit que l'aliment n'a pas voyagé en avion. Donc là aussi pour les denrées d'outre-mer, si vous voulez des fois diversifier vos repas en achetant des avocats, des légumes qu'on trouve pas chez nous. Veillez à les acheter bio, vraiment, ça c'est important. Et puis autrement, c'est vraiment d'essayer pour les légumes et les fruits suisses de suivre vraiment la boucle des saisons, de savoir
attendre la bonne saison, puisque c'est à ce moment-là qu'un légume et un fruit, en ayant rencontré le plus de soleil, ce sera gorgé aussi de vitamines et de saveurs. Donc si on veut des produits qui ont du goût, c'est sûr qu'il faut les consommer, les acheter à la pleine saison. Donc les produits de saison, plein de moyens de savoir lesquels sont de saison. Il existe vraiment plein de calendriers. Là, voilà, j'en ai un. Il y a la FRC qui en fait aussi. Je vous en ai apporté aussi ici si vous souhaitez en prendre un, affiché sur son frigo. Donc on peut en télécharger. Donc voilà, c'est un bon moyen de mieux connaître ces saisons. Après aussi, du coup, aussi notre consommation. J'en reparlerai par rapport des fois au gaspillage. Je fais exprès d'intégrer des images un peu de certains fruits, légumes un peu biscornus, moins, en tout cas pas ceux qu'on trouve sur les étals des supermarchés. Deuxième choix ou troisième, mais en tout cas qui sont tout aussi bons que vraiment la tomate toute ronde ou la fraise, voilà, trop régulière. Donc c'est aussi qu'en tant que consommateur, on a tendance à vouloir aussi des fruits et des légumes qui sont trop parfaits, et du coup ça engendre aussi beaucoup de gaspillage au niveau déjà de l'agriculture, puis de la sélection vraiment aussi au niveau de l'approvisionnement. Donc voilà, faire aussi une place quand on va directement chez le producteur, on a aussi cette possibilité, en tout cas, d'acheter des fruits et des légumes qui ne sont pas parfaits et qui vont aussi très bien et qui ont tout autant vraiment avoir plus de saveur. Un petit mot que j'aime bien aussi sur la fraise. Donc les éco-bilans, ça va être de voir la charge de CO2 qui est liée justement à la production d'un kilo de fraises. Donc peut-être un petit mot, voilà, par rapport à ça, la saison de la fraise en Suisse, c'est vraiment quelle saison? La fraise pousse en Suisse à quel moment? J'aurais dû vous demander avant. Ouais. L'été, l'été, vraiment les mois d'été. Donc c'est ça dépend beaucoup bien sûr des conditions météorologiques du printemps, mais en général les premières fraises suisses arrivent fin mai début juin et on trouve des fraises jusqu'à septembre. Donc c'est vraiment 4 mois, à peu près 4 mois, peut-être 5 si on a de la chance au niveau de l'ensoleillement et de la chaleur, mais pas plus pour la production de fraises vraiment locales. Par contre, et puis de fraises qui n'ont pas poussé sous serre non plus chauffée. Par contre, on trouve des fraises 9 à 10 mois par année dans les grandes surfaces, donc c'est vraiment presque toute l'année, la fraise est présente. Et puis ça c'est vraiment un problème aussi, c'est que des fois justement les gens avec ça ne savent plus trop quand est la saison. Et puis à force de consommer des fraises déjà sur le début de l'année, quand les fraises suisses arrivent, les consommateurs en ont des fois moins envie, ce qui est très dommage pour les producteurs locaux. Donc là, c'est aussi comparer l'impact. Une fraise cultivée en Suisse, en pleine terre, a 2 fois moins d'impact au niveau de la charge CO2. Donc là, c'est que ce focus-là qu'une fraise qui est importée d'Espagne. Donc c'est 0,7 et 1,4. Et puis, c'est moindre bien sûr par rapport à des fraises du Pérou qui auraient voyagé en avion. Par contre, sur les mois de mars, avril, mai, on voit aussi un pic plus important au niveau de la fraise suisse. C'est des fraises qui seraient donc cultivées sous serre chauffée. Donc ça se fait très peu, heureusement, mais c'est un petit peu. Et du coup, c'est vrai que c'est aussi à éviter, donc à savoir attendre aussi la fraise finalement de fin mai, début juin, au niveau de l'impact CO2. Et puis la fraise espagnole, certains des fois réagissent en disant finalement c'est le double, mais c'est pas aussi conséquent qu'une fraise suisse sous serre non plus. Mais savoir que là c'est vraiment que en lien avec l'impact CO2 comme je l'ai dit, et puis ça prend pas en considération toute l'utilisation des ressources, notamment au niveau du pays producteur qu'est l'Espagne, les ressources en eau pour produire des fraises d'Espagne, les conditions de travail aussi qui sont souvent décriées aussi par rapport à la fraise espagnole. Donc voilà un peu pour cet éco-bilan-là. Donc les recommandations tant en matière de santé que de durabilité, c'est choisir des légumes et des fruits de saison, cultivés en pleine terre, éviter ceux qui sont donc transportés par avion,
Éviter les aliments qui sont produits aussi sous serre chauffée. Donc en tout cas, je l'ai dit, alors si on a un doute, c'est sûr que si on prend du bio, on évite vraiment d'avoir des aliments qui sont sous serre chauffée. Si on suit les saisons, même avec la production vraiment locale, en sachant bien les saisons, on évite aussi vraiment ça. Et puis utiliser les restes. C'est vrai que les légumes étant l'aliment le plus gaspillé en Suisse, savoir utiliser les restes, c'est vraiment important. C'est des aliments qui se conservent très bien, soit au réfrigérateur, soit surgelés aussi, et puis qui peuvent vraiment se revisiter sous plein de manières. Voilà, les potages, c'est peut-être le plus classique avec un reste de légumes cuits, mais on peut faire des coulis qui accompagnent des pâtes. Voilà, on peut les intégrer dans des préparations d'œufs, d'omelettes, avec des céréales. Donc voilà, c'est vraiment important de les réutiliser. J'y reviendrai aussi un petit peu à la fin. Si je continue à monter dans les étages de la pyramide alimentaire, les féculents, c'est tous les produits céréaliers, ça va comprendre à la fois le pain, mais aussi les pâtes, le riz, les pommes de terre, hein, d'un point de vue aussi nutritionnel, se situent sur cet étage, sur ce groupe d'aliments-là, et toutes les autres céréales, voilà, le boulgour, le quinoa, les variants d'orge aussi vont se retrouver sur cet étage de la pyramide. Donc là, on avait vu qu'en Suisse, on en consomme presque suffisamment. Il nous manque une portion, en tout cas surtout de céréales qui seraient plus complètes. Ce qui est recommandé, c'est de consommer au moins 3 portions par jour, vu que c'est des aliments qui fournissent à notre organisme l'énergie dont on a besoin pour à la fois pour se concentrer, pour réfléchir, pour se déplacer, pour faire du sport également. Si on est sportif, on devrait augmenter la part dans l'assiette des féculents, ou si on a un travail physique également, mais pas forcément la part des protéines, contrairement aux idées reçues qu'il peut y avoir sur notamment la viande, voilà, pour des fois les travailleurs de force. Donc on n'a pas besoin, c'est vraiment dans les féculents qu'on puise notre énergie. Savoir que les féculents plus complets participent aussi davantage à notre sentiment de satiété, et puis que c'est aussi par leur richesse en fibres, les féculents participent aussi à notre sentiment de régulation faim-satiété. Donc voilà, important aussi à ce niveau-là. Dans les choix qu'on peut faire pour les féculents, c'est de privilégier d'un point de vue santé les féculents plus complets, plus riches en fibres, plus riches aussi en sels minéraux ou en certaines vitamines, comme les vitamines du groupe B. Et puis, pour un choix plus durable, la pomme de terre étant un féculent qui est produit en Suisse et qui a un bon rendement au niveau du respect, voilà, du rendement élevé par unité surface. Du coup, c'est un féculent intéressant. Sauf que, d'un point de vue nutritionnel, la pomme de terre, elle est souvent associée à pas mal de graisses. Donc voilà, les chips, les pommes rissolées, les frites. Donc c'est aussi de trouver d'autres alternatives pour utiliser les pommes de terre. Voilà, les faire au four avec un peu d'huile, faire des pommes de terre purées. Voilà, mais pas forcément toujours associées avec beaucoup de matières grasses. Pour les pains, les céréales, donc on est un pays producteur de beaucoup de céréales, hein, le blé, le seigle, l'épeautre, le maïs, l'orge. Donc la production intégrée en Suisse convient très bien, mais aussi des garanties au niveau de la production et de la durabilité. Donc pour les céréales produites en Suisse, les choisir vraiment IP suisse. Et puis pour des céréales qui seront plutôt importées, dans ce cas-là, choisir des céréales comme le riz, le maïs, le quinoa, européens ou autrement labellisés Fairtrade ou bio pour garantir des conditions aussi sociales et justement aussi éthiques non seulement mais aussi durables. Donc on produit de plus en plus aussi certaines céréales en Suisse, le quinoa notamment. Donc là aussi, si on trouve la variante suisse, essayez de privilégier celle-ci. Et puis la même chose qu'avant pour les légumes, c'est de réinventer les restes. Avec un reste de riz, on peut faire des galettes. Avec la même chose pour le quinoa, l'orge aussi. On peut réutiliser aussi, bien sûr, les pommes de terre cuites dans des potages. On peut faire des tortillas avec des œufs. On utilise des légumes, un reste de pommes de terre. Donc voilà, c'est d'utiliser, c'est le deuxième aliment qui est le plus jeté, c'est celui-là. En fait, ça suit un peu la pyramide. Les légumes, puis les féculents sont les aliments les plus jetés à la poubelle.
Si on continue les étages de la pyramide alimentaire, on arrive justement sur l'étage des protéines. Donc là, on va avoir aussi bien les protéines animales avec la viande, le poisson ou l'œuf, par exemple, et les protéines végétales comme le tofu, le corn, le tempeh, le seitan, ces aliments-là. Et les légumineuses ont aussi leur place sur cet étage de la pyramide. Donc, je l'ai dit en introduction, on consomme trop de protéines de chair animale, spécialement quand même de protéines issues de la viande, 3 fois plus que les recommandations. On mange en moyenne en Suisse 9 repas carnés par semaine au lieu des 2 à 3 préconisés. Donc la recommandation, c'est une portion d'aliments protéiques par jour. On a besoin de protéines pour renouveler nos cellules. Les protéines jouent un rôle au niveau des anticorps également, la fabrication aussi des muscles, des tissus de notre organisme et leur renouvellement également. Les aliments riches en protéines sont aussi source de fer, de vitamine B12 pour les protéines animales. Donc là, je vous montre quelques équivalences. Qu'est-ce qui correspond à une portion de viande, voilà, avec l'équivalence en légumineuses, notamment les lentilles, les pois chiches, toute la famille des haricots secs, c'est ça, les légumineuses. Et puis l'équivalent aussi en œufs ou en produits laitiers. Donc là, il y a un mélange entre protéines animales et végétales, mais surtout pour pouvoir remplacer quand même assez régulièrement la viande. C'est la recommandation tant d'un point de vue santé que d'un point de vue environnemental. Là aussi, 100 grammes de viande, à quoi ça correspond? Je vous remontre une poignée, sauf que c'est pas la même qu'avant. Donc, au niveau de la quantité, 100 grammes, à peu près 100 grammes de viande, c'est l'intérieur de la paume de la main. C'est pas la poignée. Donc, ça fait moins. Et puis, on a aussi, la version de la poignée enfant. Donc, c'est le creux de la main. Pour les enfants, donc c'est quand même nettement plus petit. Ça correspond à nos besoins en fait, au niveau des protéines, au moins une fois par jour une portion de ce type, mais qui peut être sous forme, pas du tout obligatoirement sous forme de viande ni de poisson, mais ça peut être justement avec des protéines végétales. Dans ce cas-là, la poignée serait un peu plus conséquente pour l'équivalent en lentilles par exemple ou en pois chiches. Ça peut être du tofu, ça correspond à peu près à la même quantité que la viande. Et puis 2 œufs à peu près qui correspondent aussi à une portion de protéines. Donc en adaptant en tout cas les quantités, donc on consomme trop fréquemment de la viande, mais on la consomme aussi en trop grande quantité. Donc en étant plus proche des recommandations au niveau suisse, on pourrait diminuer de 20 à 40% l'impact écologique, l'impact environnemental de notre alimentation. Donc c'est des gestes importants. Si on regarde justement le bilan écologique des aliments protéiques, c'est sûr que la viande bat tous les records sur la moyenne. C'est pas super net, mais surtout la viande de bœuf. Et puis, si on prend du tofu, donc ça a apport protéique égal, c'est des comparaisons égales au niveau de l'apport protéique. Le tofu, c'est 10 fois moins d'impact écologique que la viande en moyenne. Donc la moyenne des viandes, voilà, tout simplement. Donc le tofu, mais aussi le fromage, par exemple, donc au niveau de cet impact-là. Le fromage étant très concentré en protéines, des petites quantités remplacent justement une portion de viande. Donc par rapport à ça, un repas qui contient une protéine animale, un repas carné plutôt, avec de la viande comme source de protéines, va être 3 fois plus impactant qu'un repas qui n'en contient pas, donc qui n'a pas d'apport carné. Et pour ça, c'est vrai qu'on a tout intérêt à revisiter un peu nos recettes, nos habitudes alimentaires, et justement d'introduire un peu plus, notamment de protéines végétales sous forme de légumineuses. En Suisse, on consomme à peu près 300 grammes de légumineuses par habitant et par an. Donc c'est pas beaucoup, et en statistique, et puis environ 7 kilos par habitant par an dans le reste du monde. Donc ça montre bien la grande différence dans nos habitudes de consommation protéique. Donc là, je vous propose aussi une petite capsule vidéo de énergieenvironnement.ch sur justement le remplacement de la viande.
Et tu tombais, bien sûr, entier dans tes pas. Et tu sais quoi? Moi, j'aime ça. Puis t'es passé vers moi, comme si j'étais pas là. Et t'as poussé ailleurs pour quelqu'un de meilleur. Enfin t'es venu tout près, toquer ma vacuité. Je me suis fait croire, sans peine, je serais plus le même. C'est fou comment cela, qu'en point de car tu sais quoi? Au niveau carnet, pas évident en tout cas en tant qu'individu, mais au niveau d'une famille non plus. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut toujours, quand on souhaite faire des changements dans son alimentation, donc, personnellement en tant que professionnel de la santé, on sait que c'est pas simple. Donc voilà, on mange tous avec nos habitudes, notre culture, voilà, la façon dont on a appris, nos préférences, nos émotions aussi. Donc voilà, dès qu'on veut changer, il faut avoir de la créativité et puis voilà, faut avoir un esprit de découverte et se dire que ça va prendre du temps pour changer une habitude alimentaire. Donc voilà, on doit agir sur notre consommation carnée, consommation de viande, mais effectivement, si on prend les moyennes, c'est pas simple. Voilà, puisque la viande a encore une connotation importante quand même dans notre société. Alors peut-être j'en ai déjà parlé, 9 repas qui sont carnés en fait par semaine en Suisse. Et puis les recommandations vraiment d'une alimentation équilibrée, ce serait de se limiter à 3 aliments carnés. Ça veut dire aussi les charcuteries. Quand on mange du jambon ou des petits dés de lardon dans un plat, c'est aussi carné, donc c'est aussi de la viande. Voilà, c'est vrai que si on arrivait en Suisse à consommer de la viande que 2 fois par semaine, on pourrait diminuer de 12% la charge environnementale de la Suisse. Donc voilà, on voit que c'est conséquent vraiment au niveau d'un changement qui a vraiment des répercussions très importantes sur l'environnement. Donc spécialement, voilà, la viande, vous le savez, c'est spécialement la viande rouge impacte l'environnement par rapport à non seulement l'eau qui est nécessaire, 15 000 litres d'eau par kilo de viande de bœuf, et puis en plus la production, notamment pour la viande bovine, de méthane, donc gaz à effet de serre. Donc voilà, c'est tout ça qui est impactant, spécialement en tout cas si on prend la viande rouge. Alors d'autres alternatives, comme j'ai dit, avec un esprit d'ouverture, de découverte. De plus en plus, on a aussi le développement de sources de protéines végétales, la production. La Suisse va mettre aussi pas mal d'énergie pour le développement de légumineuses suisses. Ça se fait de plus en plus, des lentilles notamment. Donc voilà, on trouve des protéines dans le monde animal, mais aussi dans le monde végétal. Et pour les protéines animales, on va avoir la viande, l'œuf, le poisson, les insectes, c'est ces petites bêtes qui sont là au coin. Donc 30 grammes d'insectes équivalent à une tranche de viande pour les amateurs. Et puis si vous préférez, si vous êtes ça vous rebute un petit peu, en tout cas comme moi pour l'instant, mais que vous préférez les alternatives aussi durables, mais plutôt sous forme végétale, il va y avoir donc les légumineuses, des céréales complètes qui apportent aussi des protéines. Voilà, dès que c'est du riz complet, dès que c'est du quinoa, c'est quand même bien concentré en protéines. Après, ça se suffit pas complètement non plus. Il faut les associer souvent justement avec des légumineuses. Et du coup, on a dans les légumineuses tout ce qui est lentilles, tout ce qui est pois chiches, la famille de tous les haricots secs, que ce soit des flageolets, haricots de Soissons, les haricots rouges, la légumineuse qui est aussi le soja. Et puis, les dérivés à base de soja comme le tofu. Et aussi le tempeh, c'est du soja jaune. On trouve le seitan aussi, qui est un concentré de protéines de blé, donc qui permettent aussi de remplacer justement de manière assez simple les protéines animales.
Pour les équivalences, 100 grammes de viande ou de poisson peuvent être remplacés par 2 œufs. Pour le quinoa, donc, comme j'ai dit souvent, il faut associer les céréales et les légumineuses, mais le quinoa étant très concentré en protéines avec des acides aminés de bonne qualité. 150 grammes de quinoa cru, ça fait comme un beau volume cuit. Ça permettrait complètement de remplacer 2 œufs, par exemple, ou de la viande. Et puis après, pour les produits laitiers aussi, bonne source de protéines, les fromages frais comme le cottage cheese, à peu près 150 grammes. Et les fromages à pâte dure qui sont plus concentrés que les fromages à pâte molle, c'est juste 60 grammes. Donc c'est un petit morceau, c'est pas, 60 grammes de fromage, c'est pas énorme. Si on met 2-3 cuillères à soupe de fromage râpé, de gruyère râpée par exemple sur un plat de pâtes, on a l'équivalent en protéines, donc c'est suffisant. Pas besoin de manger de la viande avec, ni du jambon. Et puis 150 grammes de tofu environ aussi. Donc par rapport à d'autres motivations, la motivation écologique c'en est une, mais les motivations économiques ça aide aussi. C'est vrai qu'on alloue, en tant que consommateur suisse, on alloue à peu près 4400 francs par an en tant qu'adulte à son budget alimentaire pour se nourrir. Et puis les végétariens font une économie d'à peu près quasiment 1000 francs, donc en diversifiant les sources de protéines. Plutôt une alimentation végétarienne par année, c'est environ 3500 francs par an. Et puis une alimentation de type carné, donc carnivore, avec plus que 9 repas carnés encore par semaine, c'est 5000 francs par personne par année. Donc c'est des immenses différences selon ses choix au niveau, rien qu'avec un focus sur les choix protéiques. Donc voilà. Là, ça vous montre un petit peu les différences justement. Les plus économiques restant bien sûr l'association de céréales et de légumineuses, qui a un bon complément protéique mais qui revient à moins de 1 franc pour une portion, pour un repas. Ensuite, on a les œufs, les produits laitiers et le tofu. Et puis bien sûr qu'après ça va de plus en plus cher avec les protéines animales. Quelques exemples aussi de recettes et de repas de type végétarien, donc avec des protéines végétales, souvent à consonance un petit peu exotique. C'est vrai que beaucoup d'un point de vue culturel, beaucoup de recettes à base de légumineuses viennent de différentes cultures. Ça va être les couscous de type végétarien aussi, où on associe du pois chiche, du blé, le maïs et les pois chiches aussi, des pâtes aux lentilles. Je sais que dans la culture italienne, il y a les flageolets qui sont utilisés aussi avec des pâtes, ou alors il y a la traditionnelle minestrone où il y a tout dedans aussi, des légumes, des flageolets. Et le dal indien aussi avec des lentilles et du riz. Les riz blancs plutôt d'orientation aussi mexicaine, riz blanc, haricots rouges, et quinoa, tofu. Donc voilà, après possibilité à l'infini de dériver avec des recettes. J'ai mis en tout cas à la fin de ma présentation aussi des références par rapport à ça, si ça vous intéresse. Différentes références de sites où on trouve des chouettes recettes avec des protéines végétales. Donc pour les conseils au niveau des protéines, ça va être de limiter la fréquence bien sûr de consommation de viande, volaille et de charcuterie à 2 à 3 fois par semaine. En tout cas, d'être conscient de sa propre consommation, de l'analyser et de se dire, je mange de la viande, alors je suis dans les statistiques suisses, j'en mange 9 fois par semaine, comment je pourrais déjà typiquement diminuer d'1 ou de 2 portions par semaine, c'est déjà un grand pas pour sa santé et pour l'environnement aussi dans ce choix alimentaire-là. Et puis consommer des œufs suisses, dans le choix qu'on peut faire des œufs d'élevage en plein air. On a un pays où on produit beaucoup d'œufs, ou bio, aussi. C'est aussi dans ces choix qu'on peut faire. Sélectionner des légumineuses bio si elles sont importées, ça c'est vraiment important. Beaucoup de légumineuses sont importées, comme j'ai dit, les cultures en Suisse se font de plus en plus. Donc si on peut choisir suisse, tant mieux s'il y a.
Consommer raisonnablement du poisson, on a longtemps dit d'un point de vue aussi santé nutritionnelle, le poisson une fois par semaine. On est revenu un peu sur cette recommandation et la Société suisse de nutrition aussi, donc vraiment c'est plutôt entre 1 à 4 fois par mois. C'est sûr que le poisson c'est des bonnes graisses, c'est des graisses de type des acides gras à longue chaîne, qu'on a de la peine à trouver effectivement beaucoup, en tout cas on ne trouve pas en abondance dans nos habitudes alimentaires, des acides gras de type aussi oméga 3, qui participent à notre santé cardiovasculaire, mais voilà, on trouve aussi des oméga 3 dans l'huile de colza, dans d'autres aliments, dans les noix notamment, et puis c'est vrai que le poisson, étant surpêché partout à travers le monde, du coup, c'est aussi d'avoir une consommation raisonnable, et puis de privilégier donc la pêche suisse ou des labels, bien sûr, à ce niveau-là aussi, le label MSC ou des poissons bio. Remplacer la viande, je dis bien de ne pas l'enlever de l'assiette, mais de savoir la remplacer justement par les équivalences que je vous ai présentées tout à l'heure, plusieurs fois par semaine, voilà, selon ses goûts, selon ses choix. L'étage suivant, donc c'est toujours le même étage, mais je l'ai splitté en deux avec les produits laitiers, puisque produits laitiers c'est aussi des protéines, mais c'est aussi nos apports en calcium principaux. Donc ce qui est recommandé aussi, alors on en consomme pas mal, mais pas suffisamment sous forme de yogourt ou voilà, on consomme plutôt beaucoup de crème, de beurre, qui pour nous, d'un point de vue nutritionnel, font partie de l'étage supérieur de la pyramide, c'est-à-dire des graisses, parce que pas riche en calcium. Mais ce qui est vraiment intéressant au niveau du calcium, c'est le lait, les yogourts, les céréales et la concentration du fromage. Il suffit de peu pour avoir l'équivalent d'un verre de lait. Donc voilà, si on n'aime pas le lait, si on le supporte pas, parce qu'on est intolérant au lactose, on peut le remplacer aussi par d'autres alternatives, justement. Yogourt est mieux toléré, le fromage également chez les personnes intolérantes. On trouve aussi des produits sans lactose à base de lait également dans le commerce. Voilà, les conseils à ce niveau-là aussi, c'est de consommer, du fromage et des autres produits laitiers. Prendre des produits laitiers qui sont suisses et les utiliser pour remplacer justement notre consommation de viande et de pas faire comme dans les repas, comme beaucoup de repas des fois assez traditionnels où on a du fromage plus de la viande, ce qui fait trop au niveau protéique, au niveau graisse et qui a un impact négatif sur l'environnement. Et puis, juste savoir aussi au niveau de son choix, peut-être par rapport au lait, le lait bio ou le lait dit dépré, les bovins qui produisent ce lait-là, les vaches qui produisent ce lait-là sont nourries exclusivement à base de fourrage, de fourrage de graminées, donc produit par la ferme elle-même, et c'est pas du fourrage qui est importé à base de soja. Voilà. Donc là aussi, en tant que consommateur, après c'est des choix, à savoir que ça va se jouer au niveau du fourrage dans le choix. L'étage supérieur, donc j'avais dit, on consomme trop de graisse, notamment de graisse animale avec le beurre, la crème, et pas assez d'huile végétale, pas assez non plus de noix, par exemple, noisettes, amandes. Ce qui est recommandé au niveau de la santé cardiovasculaire, ce serait d'utiliser au moins 2 à 3 cuillères à soupe d'huile. Et puis là, au niveau durabilité, on est un pays producteur de colza. Donc l'huile de colza, c'est vraiment une huile qui répond à ces critères de durabilité, mais aussi d'équilibre nutritionnel, puisqu'elle est riche en oméga 3, riche en graisses monoinsaturées qui sont intéressantes au niveau de la prévention et de la santé cardiovasculaire. Et puis d'ajouter à ces cuillères d'huile 2 cuillères à soupe de fruits à coque pour justement couvrir ces besoins en acides gras essentiels. Là aussi, alors dans le choix qu'on peut faire, c'est sûr c'est plus intéressant de manger des noix suisses ou des noisettes que des noix du Brésil, par exemple, ou des noix de cajou qui sont importées. Donc, les acides gras, ça va être de l'énergie, les graisses de l'énergie, source d'énergie aussi, d'acides gras essentiels, et puis aussi de vitamines qu'on va pas trouver ailleurs, donc des vitamines liposolubles qui se trouvent spécialement dans les matières grasses, vitamine A, D, E. Les conseils pratiques, donc, c'est aussi de mesurer l'huile
là c'est la même chose, ça durera plus long, votre bouteille d'huile durera plus longtemps, puis ça sera mieux au niveau de la santé, parce que c'est vrai que comme c'est très énergétique, si on arrose abondamment, même si c'est des bonnes huiles, ça va concentrer en énergie le repas, et puis c'est pas forcément de l'énergie qu'on dépense. Donc voilà, c'est une cuillère à soupe, on a vu, c'est la recommandation un peu pour un repas. Et puis consommer donc majoritairement de l'huile de colza produite chez nous en Suisse. Préférer les noix aux autres oléagineux qui sont importés aussi. Et puis un regard critique, bien sûr, que quand on parle de graisse aussi, voilà, l'huile de palme qui est beaucoup utilisée dans les produits transformés, notamment dans les biscuits, ou dans certaines céréales, petit déjeuner et compagnie. Donc là aussi, d'avoir un regard critique sur ces aliments qu'on appelle aussi des fois ultra transformés par rapport à cette huile de palme. Donc c'est mieux aussi de privilégier, voilà, c'est sûr, au niveau biscuits, des choses le plus souvent qu'on peut, en tout cas des choses maison. Et par rapport j'arrive gentiment tout en haut de la pyramide, donc au sommet, les snacks, les sucreries, et puis quand on parle de snacks aussi salés, sucrés, ça va être justement également, les aliments plaisir. Je disais que le plaisir est important. Pour certains, le plaisir, c'est plutôt le chocolat, les biscuits. Pour d'autres, ça va être peut-être les cacahuètes et les chips. Donc, c'est ça, en fait, qu'on appelle un peu les snacks. C'est des aliments qui se mangent rapidement, en général. Une petite portion par jour. Je l'ai dit peut-être au début avec les statistiques de l'enquête Menu CH. On est plutôt à 2 portions. Plus encore s'ajoute à cela les boissons sucrées. Donc, c'est 4 décis de boissons sucrées par habitant. Donc tout ce qui est soda et compagnie, et sucré ou alcoolisé. Donc ça fait beaucoup. Donc là aussi, un peu plus de modération aura moins d'impact écologique et aussi au niveau santé, puisque ces aliments-là, c'est sûr, consommés en excès, c'est un peu des bombes énergétiques. Donc forcément, ça favorise non seulement la prise de poids, le surpoids, donc aussi le diabète qui peut aussi en découler, ou l'hypertension artérielle. Ceci pour les aliments salés, des aliments qui contiennent beaucoup de sodium. Donc qu'est-ce qu'une quantité raisonnable? Pour le plaisir, ça va être une barre de chocolat, une petite branche ou 4-5 carrés d'une plaque, 3 petits biscuits, une boule de glace, une poignée de chips par exemple ou de cacahuètes, une petite poignée, un verre de boisson sucrée, pas 4 décis, ou une boisson alcoolisée. Donc c'est toujours ou pour une petite portion. C'est pas tout ça, j'aurais peut-être dû dire avant, pour ceux qui se disent « Ah, mais ça va ». Ça va, ça correspond. Donc une portion égale, ou. Voilà, les recommandations aussi en Suisse par rapport au sucre ajouté ou caché dans certains aliments qu'on consomme. On ne devrait pas dépasser 12 morceaux de sucre caché par jour, qui correspond aux recommandations maximales en sucre. Savoir que dans certains aliments, dans 3 petits biscuits ou dans une barre de chocolat, il va y avoir, selon le chocolat aussi, entre 2 à 3 morceaux de sucre. Donc ça reste aussi assez raisonnable. C'est pas énorme, mais après il y a aussi du sucre qui est rajouté à différents endroits, notamment aussi dans les produits transformés. Donc des conseils aussi pratiques et durables par rapport spécialement en tout cas au niveau aussi des aliments sucrés. C'est sûr que le sucre, en général la production de sucre, que ça soit issu de la betterave sucrière ou de la canne à sucre du Brésil, c'est soumis à une agriculture plutôt intense. Donc que ce soit au Brésil ou chez nous. Au niveau du bilan écologique, quand même, le sucre de betterave a forcément quand même un meilleur bilan écologique, mais aussi social. Les normes sont complètement différentes, donc le bilan est meilleur. Donc là, si on doit choisir, choisissez plutôt aussi, d'acheter plutôt du sucre quand même à base de betterave. On entend souvent mais le sucre de canne c'est meilleur pour la santé en tant que diététicienne. Alors non, ni pour la santé planétaire ni pour la santé humaine.
Savoir que le sucre de canne plus complet, il est tout simplement effectivement moins raffiné, oui, mais c'est pas du tout la même chose qu'en comparaison du pain blanc, du pain complet, ou du riz blanc, du riz complet. Là, c'est sûr que le complet est beaucoup plus intéressant pour la santé parce que riche en fibres et en sels minéraux, tandis que dans le sucre raffiné blanc ou sucre un peu plus complet, il y a très peu de différence vu que dans le sucre, il n'y a que des traces de sels minéraux et il n'y a pas de fibres alimentaires. Donc voilà, c'est pas la même comparaison. Après, c'est une histoire de goût. Si le sucre, si le sucre roux, le sucre complet permet d'en mettre moins parce qu'on aime mieux le goût, alors oui, là on fait un geste intéressant pour sa santé. Mais autrement, à dose égale, c'est pas sur le sucre qu'on va compter pour augmenter nos apports en oligo-éléments ou en sels minéraux. Sinon, il faudrait en mettre beaucoup et ça correspondrait pas aux recommandations. Donc savourer du chocolat avec plaisir et raison, limiter les boissons sucrées et alcoolisées. On sait que les boissons sucrées, c'est un grand problème chez les enfants, notamment chez les adolescents aussi, c'est une consommation importante. Préférer le sucre de betterave parce qu'il est produit en Suisse, et il a donc, comme je l'ai dit, un meilleur bilan écologique et social. Les pâtisseries faites maison, les cakes, les biscuits aussi, on sait ce qu'on met dedans comme sucre, on sait ce qu'on met dedans comme qualité, par exemple, de graisse. Donc c'est aussi plus intéressant. Et choisir, par contre, toutes ces denrées, les chocolats aussi, ou des produits de biscuiterie, si possible, essayez vraiment de les choisir avec des labels, notamment soit bio, soit Fairtrade, pour favoriser des conditions sociales dans les pays producteurs, qui soient acceptables. Donc en choisissant des labels, on a ces garanties-là pour le cacao, notamment tout ce qui contient du cacao, des noix, du sucre. Ça serait bien de vérifier qu'il y a un label derrière. Et puis limiter donc les aliments ultra transformés, spécialement aussi justement par rapport à ça, et par rapport à la graisse de palme aussi. Et par rapport, vraiment en lien aussi avec la santé. Voilà. Alors, par rapport à cette pyramide alimentaire, si on extrapole sur une assiette optimale, une assiette équilibrée, c'est quoi? Alors, ça représente justement les principaux étages, si on enlève la boisson, donc l'eau, et puis des quantités, des parts à peu près équivalentes au niveau de la consommation qui serait de légumes, fruits et de féculents, produits céréaliers, donc à peu près pareil. Nos besoins en légumes et en féculents sont pareils. Et puis une plus petite portion, bien sûr, pour la partie protéique. Quelle que soit la source de protéines, ça devrait être la plus petite partie de notre assiette, avec justement donc l'eau du robinet pour s'hydrater. Et puis on trouve aussi du coup l'exemple de l'assiette végétarienne, où là ce serait simplement on retrouve les proportions égales pour les deux autres parties de l'assiette, et puis la part protéique sans la viande et sans le poisson, donc avec tofu, œufs, légumineuses, fromage, donc une diversité aussi des sources de protéines autres que la viande. Voilà pour cette assiette. Après, au niveau vraiment pour revenir sur les aliments les plus gaspillés, donc dans une assiette, ça va être beaucoup, donc je l'ai dit aussi plusieurs fois, c'est les légumes et ensuite les produits céréaliers. On est vraiment un pays qui jette beaucoup trop. Donc il y a l'ambition de jeter moins, vraiment d'ici 2030. Donc prévoir des quantités adaptées comme l'assiette que je viens de vous montrer, ça permet justement déjà diminuer le gaspillage alimentaire. On a tendance à trop se servir, à manger trop aussi en volume et en quantité. Et puis on jette chaque année une centaine de kilos de denrées alimentaires. En Suisse, entre 90 et 117, et seulement 11 kilos sont jetés en Inde. Donc ça fait des différences importantes au niveau vraiment environnemental. Et puis un tiers des denrées produites pour la Suisse ne sont pas consommées, donc aussi dans les denrées qui sont des fois acheminées, importées. Donc les nuisances environnementales près de 30% aussi imputables à l'alimentation. On jette donc un repas complet par jour de nourriture, ce qui est énorme,
en espérant au moins que ça soit composté. Et puis 2000 francs, ça représente aussi de denrées par année qui sont jetées aussi à la poubelle. Et d'où proviennent les déchets alimentaires en Suisse, à quelles étapes? On entend souvent les consommateurs dire c'est l'industrie, c'est les grandes surfaces, c'est la transformation, etc. Mais quand même, 39% c'est les ménages, donc c'est quand même le plus impactant. Les pertes commencent bien sûr dans les champs, avec des aliments souvent qui sont triés au niveau de l'agriculture déjà à cette étape-là parce qu'ils correspondent justement pas aux normes de consommation. Des pommes de terre qui sont trop grandes, trop petites ou justement déformées, comme je vous avais montré pour les légumes tout à l'heure. Et puis après survient l'étape de transformation. Donc là, il y a aussi des pertes. Souvent, ces pertes sont liées quand même, alors encore peut-être à certains calibrages, mais aussi dans la transformation des aliments, à la non-utilisation des sous-produits. Quand il y a des déchets et qu'ils ne sont pas réutilisés ou des morceaux de viande qui ne sont pas après non plus vendus ni consommés. Et puis, la plus grande part quand même du gaspillage, 39%, là, il y a un grand potentiel d'action. Non seulement en recyclant, en respectant, en réutilisant en tout cas les restes d'aliments, et puis aussi en influençant la grande distribution par nos choix, tout simplement, en acceptant qu'il y ait moins de choix, qu'il n'y ait pas toujours du pain frais à la boulangerie en fin de journée, parce que ça engendre aussi du gaspillage, ou dans les grandes surfaces, et puis d'accepter aussi d'avoir certains légumes et fruits de moins bonne qualité, au niveau visuel, mais pas au niveau gustatif. Donc une 2/3 serait évitable, et puis les aliments donc les plus gaspillés, c'est les fruits et légumes. Ensuite viennent les produits céréaliers, la viande, les produits laitiers, ça va un peu dans cette chaîne-là. Et c'est vrai qu'en faisant les courses, 10 000 articles différents nous sont proposés dans un supermarché, donc c'est énorme. Et c'est pas toujours simple, justement, en tant que consommateur, de s'y retrouver, de faire de bons choix aussi bien durables que pour sa santé. Il y a tout simplement trop. Ça a été exponentiel sur les dernières décennies. Donc on a tout intérêt à ce que ça se calme et que ça rediminue un peu. On n'a pas besoin d'autant de choix. Et puis le choix trompe aussi vraiment le consommateur, vraiment par rapport à ça, en sachant pas toujours justement quoi choisir entre tel ou tel aliment. 10% aussi du gaspillage en lien avec l'alimentation est lié aux dates, donc aux dates limites. Et là, quelques mots, mais je pense que la Fédération romande des consommateurs la semaine prochaine reprendra ce sujet. Quelques mots par rapport aux dates limites, savoir qu'il existe des dates qui sont justement qui doivent vraiment figurer sur les aliments, c'est-à-dire les aliments qui sont périssables, qui sont plus à risque quand même, les aliments qu'on garde au frais notamment, c'est les denrées sensibles. Donc ça va être à consommer jusqu'au pour par exemple des produits à base de viande, un plat, là c'est un plat cuisiné ou qui contient de la viande de volaille. Et puis la date justement à consommer de préférence avant sur les denrées qui se gardent. Donc des denrées qui sont non périssables et qu'on peut souvent, vraiment très souvent consommer bien au-delà de la date. Donc là aussi c'est important de se fier à ces sens, et de plus en plus aussi, vous avez peut-être déjà remarqué cette façon de libeller plutôt que, alors il y a quand même la date à consommer de préférence, mais c'est aussi souvent bon après. Et c'est justement la start-up Too Good To Go et différents fabricants suisses qui justement mettent ce logo-là. Ça veut dire qu'il faut se fier à ses sens pour pouvoir décider si on peut consommer encore ou pas cet aliment-là. Donc notamment l'aspect, la vue, l'odorat, puis le goût. Pour la plupart des aliments, comme justement des galettes de céréales, des barres de céréales, du riz, des pâtes, on peut vraiment les consommer largement après ces dates. Donc la date limite, elle est importante donc sur les produits sensibles qui sont réfrigérés, qui sont conservés au frigo, achetés au frigo et conservés au frigo. Et on voit aussi que là, on peut
dépasser un peu les dates. Pour la viande hachée, le poisson et les fruits de mer, c'est les seuls qu'il faut vraiment respecter, c'est des denrées plus à risque. Autrement, des viandes, des plats cuisinés, on peut quand même dépasser de 24 heures, hein, donc une journée. Le jambon, les terrines, le pâté, respecter la date, et puis une fois ouvert à consommer dans les 2 jours. Par contre, les charcuteries sèches, ça se garde déjà mieux. Des fromages à pâte dure aussi, jusqu'à 2 semaines après la date, et se fier aussi à l'aspect, à l'odeur. Le lait pasteurisé, les yogourts, le fromage de 2 jours à 1 semaine après la date. Et les œufs qui se gardent vraiment sans souci 21 jours, donc une date de 21 jours, peuvent être consommés au-delà encore prolongés de 2 semaines, mais plutôt alors cuits dans des pâtisseries, voilà, dans une utilisation cuite, et pas voilà des œufs mollets ni des œufs à la coque. Et pour tous les aliments de garde, avec le à consommer de préférence avant je vous ai pris, si jamais je vois le document de la FRC, où il y a ces tableaux-là, hein, c'est issu donc si ça vous intéresse, vous pouvez prendre aussi cette feuille. C'est justement toutes ces denrées, les huiles, le sucre, les boissons, les pâtes qui se gardent vraiment longtemps. Donc voilà, vraiment bien au-delà des dates, il devrait pas y avoir de date limite dessus, ce serait mieux. Et puis les bocaux et les briques aussi, là aussi d'être attentif justement à l'emballage, mais s'il n'est pas endommagé, se fier à ses sens justement en ouvrant puis en vérifiant que tout est encore ok. Les boîtes de conserve se gardent aussi si elles sont pas endommagées plusieurs mois au-delà de la date. Tout ce qui est biscuits, chocolat, lait upérisé jusqu'à 10 jours aussi après la date. Et les surgelés, on peut aussi dépasser quelques mois. Donc voilà, vraiment important de pas s'en tenir aux dates, parce que en tout cas c'est un grand problème en Suisse, hein, vu que ça représente quand même 10% du gaspillage, de notre gaspillage alimentaire. On jette trop parce qu'on est trop rigoureux avec ces dates, aussi bien à l'étiquetage, hein, du coup au niveau de la production, mais après en tant que consommateur en étant aussi à cheval là-dessus, trop à cheval là-dessus. Et puis savoir utiliser les restes. Alors j'en ai déjà parlé en quelques mots avant, hein, mais vraiment quand on prévoit des repas, quand on planifie ces repas de la semaine, on devrait planifier aussi l'utilisation des restes qu'il va y avoir, hein. Donc est-ce qu'on va pouvoir se le réchauffer le même repas sur son lieu de travail? Est-ce que quelqu'un de la famille va pouvoir les emmener aussi? Et puis autrement, qu'est-ce qu'on va faire si on veut pas remanger 2 fois la même chose? Mais comment réinventer, réutiliser le légume, le féculent, vu que c'est ces 2 parties de l'assiette qui sont les plus jetées. Il y a plein de façons de faire. Là aussi, on trouve des sites qui publient beaucoup de recettes pour utiliser les restes. Je cite des références dans la présentation. Donc il y a des applications, ce que j'ai noté. En tout cas, il y a la Fédération romande des consommateurs qui propose différentes recettes aussi à base de restes. Il y a aussi My Food Ways, c'est une application où on note soi-même les restes qu'on a dans son frigo, et puis ça nous crée une nouvelle recette. Et même Lidl aussi a fait le site sur Lidl, on trouve aussi, en fonction des restes qu'on a dans ses placards ou dans son frigo, des recettes qui sont directement proposées. Donc voilà, le pain, les restes de pain, on peut en faire plein de choses, des croûtons, de la chapelure, mais aussi voilà des charlottes, du pain perdu, de la soupe au pain, on peut se mettre le pain dans les soupes, les légumes, j'en ai déjà parlé avec les potages, je mets des omelettes, des risottos où on utilise un reste de champignons, un reste de courgettes, on mixe un reste de ratatouille et on en fait un coulis sur ses prochaines pâtes. Les fruits dans des cakes, hein, faire un cake de temps en temps avec les différents fruits qui commencent à se gâter dans sa coupe de fruits, c'est une bonne alternative. Des glaces, intégrer les fruits dans des birchers, les pommes de terre, là aussi beaucoup de choses, hein, en omelette aux pommes de terre, tout simplement les transformer, les mixer, les transformer en hachis parmentier aussi. On peut les manger froides en salade, hein, faire une tarte avec des pommes de terre, et puis toutes les produits céréaliers aussi, hein, la polenta, un reste de polenta peut permettre de faire une pâte à pizza.
Et au lieu de mettre la pâte, on utilise justement le reste de polenta, les salades de féculents, salade de pâtes, salade de riz. On peut farcir ces légumes aussi de saison avec un reste de riz ou un reste de pâtes ou de quinoa. Donc voilà, c'est pas les idées qui manquent, mais c'est vrai que des fois, tout simplement, en trouver aussi en ligne et puis essayer d'être inventif aussi là autour. Donc quelques mots de la fin, vu le timing, et puis laisser la place aux questions, à vos questions. Donc acheter ce dont on a besoin et pas trop, vu qu'on a tendance à, on voit qu'on nous propose 10 000 produits quand on fait ses courses, donc on a tendance à en acheter trop. Boire l'eau du robinet, ça c'est vraiment une option durable au niveau de l'hydratation. Accorder plus d'importance à la qualité qu'à la quantité. Et oui, un estomac qui gargouille avant de faire les courses nous fait acheter plus. Donc c'est vrai que de manger quelque chose avant, c'est aussi une bonne initiative, tant par rapport à sa faim que par rapport à l'environnement. Réduire sa consommation de viande et la remplacer donc par d'autres alternatives non issues de chair animale. Et puis suivre au maximum les saisons, les produits de proximité, en consommant local tout ce qui est fruits et légumes. Les labels alimentaires, alors là aussi, je pense que la FRC en parlera encore davantage la semaine prochaine. Donc les labels, vraiment pour assurer justement une production respectueuse et des conditions sociales acceptables aussi dans les pays producteurs. Là aussi, le WWF a une application très bien fait à ce niveau-là, avec vraiment une comparaison des différents labels qu'on trouve sur les aliments. Donc voilà, pour dire si c'est justement un label qui est à recommander ou un label très recommandé, moyennement recommandé ou pas recommandé. Les comparaisons sur le bio européen, bio suisse, etc. aussi. Et puis réutiliser vraiment les restes d'aliments et jeter le moins possible de denrées alimentaires. Voilà. Volontiers, voilà, je vous ai peu interpellé à mesure, mais en tout cas volontiers s'il y a des questionnements, des remarques, des compléments, des partages. Oui, il y a une question là au fond. Alors, je ne sais pas si après, vous voulez aller avec le micro. Juste, on est en visio, donc je vous demanderai d'utiliser le micro parce qu'il y a des gens qui nous écoutent aussi. Merci, je vous remercie infiniment pour votre présentation. Je pense que c'était très complet et très intéressant. J'aurais juste deux questions. Est-ce qu'il y a des réflexions qui sont nées pour avoir une pyramide alimentaire plus actualisée? Est-ce que la SSN et l'OSAV, il me semble qu'ils sont en train de travailler là-dessus? Oui. Je crois que c'était en novembre l'année passée, j'ai suivi par Zoom une conférence de l'Unisanté qui tenait pour référence le rapport de la commission du HIT-Lancet, avec des recommandations qui sont encore largement plus rigoureuses que les recommandations fédérales. Oui. Et enfin voilà, ça c'était une question. Et savoir aussi quel regard vous portez sur ces recommandations qui sont encore plus strictes en matière de protéines animales. J'aurais une question subsidiaire. Est-ce que le sucre de bouleau est une bonne alternative au sucre de betterave? Merci. Alors, en tout cas, merci pour votre question. La première question, effectivement, oui, c'est en réflexion. Alors, pour l'instant, il n'y a rien qui est publié au niveau national, mais ça va venir. Elle va être revisitée, la pyramide. Alors, il y a déjà effectivement, la Société Suisse de Nutrition a sorti, sur la base aussi des recommandations que je vous montre ce soir, les footprints. Donc, vraiment aussi, justement, une consommation plus durable justement sur les différents groupes d'aliments, mais c'est vrai que ça va être encore plus revisité, certainement oui, sur les protéines, sur les recommandations en matière de durabilité. C'est vrai que autrement les recommandations plus du Lancet étaient quand même très calquées sur une assiette, ce qui n'est pas toujours aussi super évident pour se représenter l'ensemble d'une alimentation équilibrée, mais je pense qu'il y en aura quelque chose d'assez intéressant, j'espère assez rapidement. Après, sucre de bouleau, votre question par rapport à sucre de betterave, je connais peu le sucre de bouleau, je sais pas non plus la production qu'on en fait en Suisse, voilà. Donc j'ai pas une réponse claire. J'imagine que c'est assez marginal encore par rapport à où le trouver, etc. Mais pourquoi pas si c'est de la production suisse et locale, ouais, et que ça nous permet justement d'avoir une autre alternative, ouais. D'autres questions ou remarques?
Merci. Oui, moi j'avais une question par rapport au gaspillage alimentaire, savoir si c'était inclus dedans tout ce qui est lié aux épluchures de légumes, et si oui, la part que ça prenait dans cette partie de gaspillage. Ouais. Alors tout ce qui est épluchure, oui, j'imagine que dans les statistiques, quand on gaspille justement l'aliment qui a le plus de gaspillé, notamment le légume et le fruit, oui. Après, c'est vrai que voilà, combien sur le reste du gaspillage, je peux pas vous dire au niveau chiffre, mais c'est vrai qu'on a tout intérêt aussi à réfléchir à ce qui est utile d'éplucher ou pas. La plupart des légumes et des fruits, on n'a pas besoin, on les brosse bien, on les passe sous l'eau, et c'est suffisant. Donc c'est vrai que même une carotte, c'est cette habitude chaque fois systématiquement d'éplucher une carotte, mais une carotte locale, un peu brossée, on peut très bien ne pas l'éplucher, ça convient aussi très bien. On perd aussi des vitamines en épluchant les légumes et les fruits, donc c'est dommage. Donc en tout cas pour tous ceux qui mériteraient d'être consommés entiers, il faut vraiment le faire. Après voilà, peut-être pour certains légumes c'est un peu plus compliqué, mais quand je vois que des courgettes sont épluchées ou des concombres, je me dis c'est vraiment vraiment dommage. D'autres choses? Oui. Peut-être dans le micro, ouais. Vous avez dit tout à l'heure que les aliments bio, labellisés bio, on a vu la dernière fois qu'il y avait beaucoup de labels différents, oui. Mais que à partir du moment où on achète un aliment labellisé bio, il n'a pas voyagé en avion. Alors pour on est sûr de ça, parce que des fois parce qu'il y a aussi tout un marché du bio qui s'est développé aussi avec une volonté, de gagner de l'argent. Enfin voilà, donc voilà. Alors pour les légumes importés en Suisse, voilà, je mets un bémol. En tout cas pour les légumes importés en Suisse qui sont bio, il y a cette vérification là, effectivement. Et les fruits aussi? Oui, légumes et fruits. Pardon. Je parlais vraiment je me prononçais pour ce groupe d'aliments là. Pour les autres denrées, je pense qu'il faut vérifier en tout cas aussi sur le VVF ce qui est dit en tout cas. Mais pour les fruits et légumes, oui. Ouais. Je savais pas, merci. Une autre question. Oui. Voilà. Je remonte un peu dans la chronologie du repas. Je passe au fromage maintenant. J'étais surpris, en fait, 60 grammes. 60 grammes. 60 grammes de fromage. Oui. Ça représente 100 grammes de viande. Oui. Parce qu'il me semblait que dans le fromage, il y avait beaucoup de graisse, en fait. C'est très bon, j'adore le fromage, mais en fait, il y a quand même en proportion beaucoup de graisse. Là, je parlais vraiment de l'apport protéique. C'est sûr qu'après, il va y avoir des variations sur l'apport en graisse en fonction du choix de la source de protéines. Le fromage étant, effectivement, comme vous le dites, le fromage, il est plus gras que la viande, que la plupart des viandes. Pas forcément que toutes les charcuteries, mais que la viande. Ouais. Donc là, c'est vraiment en mettant le focus que sur les protéines, l'équivalence en protéines. Bien sûr qu'après, on va pas recommander non plus de substituer notre consommation de viande uniquement par du fromage. On aurait un apport en graisse qui serait trop conséquent, en graisse animale trop conséquente. C'est de diversifier, le message c'est vraiment de diversifier ces fameuses sources de protéines. Et puis le fromage en est une. Mais les légumineuses, c'est sûr que c'est 0% de matière grasse. Après, ça dépend comment on les cuisine. Mais il y a pas de graisse dans une céréale ni dans une légumineuse. Dans le tofu, quasiment pas non plus. Tandis que oui, dans le fromage, effectivement, il y en a. Merci beaucoup. Là, il y a quelques astuces du coup aussi, si jamais, de sites, recettes anti-gaspillage, que j'avais sélectionnées. Voilà, n'hésitez pas aussi, plein de choses intéressantes. Aussi sur la Société Suisse de Nutrition par rapport il y a aussi des recettes végétariennes. Et puis je vous avais parlé de c'était My Foodways aussi pour utiliser vraiment les restes qu'on a dans ses placards ou dans son frigo. Ok.
Je vais profiter d'avoir le micro déjà pour vous remercier pour cette conférence extrêmement intéressante et très enrichissante. Et j'avais aussi une question. Je me demandais quel regard vous portiez sur toutes les alternatives à la viande qu'on trouve actuellement en grande surface. Tous ces produits Beyond Meat, etc. qu'on trouve maintenant quand on va à la Coop, à la Micro, justement riches en protéines et destinés à remplacer la viande. Oui, question intéressante. C'est vrai que j'en ai pas forcément parlé, mais indirectement, je parlais des produits ultra transformés. J'aurais dû en citer quelques-uns, oui. Alors, c'est sûr selon leur composition nutritionnelle, certains de ces substituts de viande peuvent être considérés comme des produits ultra transformés. Donc, la source de protéines est souvent effectivement végétale, mais après viennent s'ajouter quand même pas mal d'additifs, de sel en grande quantité. Donc c'est des produits qui peuvent dépanner peut-être de temps en temps, comme on consomme des fois des produits transformés aussi de viande. Mais c'est sûr que si on veut, d'un point de vue durabilité et santé, manger moins de viande et qu'on recourt systématiquement à tous ces produits, on aura quand même des apports en graisse qui sont pas souvent de bonne qualité, en tout cas pas toujours. Et puis un apport en sel aussi conséquent, des additifs pas toujours nécessaires. Donc voilà, ce serait mieux d'essayer plus souvent, en tout cas, de cuisiner certains produits de base nature, comme du corn nature, du tofu nature qu'on aromatise soi-même. C'est sûr que c'est des meilleures alternatives au niveau de la santé. Il y a une autre question qui est. Merci. Non, c'est pas une question, c'est une remarque. Ouais. J'entends la question de la surtransformation des aliments, des alternatives végétales à la viande. Et vous avez raison, c'est vrai que ça vaut la peine de cuisiner un peu plus ses légumes et de faire un peu soi-même. Ceci dit, faut pas oublier que dans la viande, il y a énormément d'antibiotiques aussi, de produits médicamenteux, voire de pesticides selon d'où vient le fourrage, voire d'OGM pour certaines fois aussi, en plus petite quantité. Donc après, c'est vrai qu'on tape beaucoup sur ces alternatives végétales, mais le hamburger fait pas beaucoup mieux non plus en question de transformation. On parle même pas de la charcuterie qui est carrément classée cancérogène, la liste 1. Donc je pense qu'il faut remettre aussi à niveau que la viande, non, n'est pas forcément un produit sain et c'est inflammatoire et c'est ce qui fait qu'on arrive à des quantités qui sont toujours plus restreintes aussi. Voilà, il y avait pas de question. Non, mais tout à fait. Oui. Alors, comme toujours, dans une alimentation, au niveau de la santé, c'est les mêmes recommandations que pour la durabilité. C'est vraiment d'essayer de diversifier le plus possible ses apports, voilà. Et puis les provenances, et puis les sources aussi. Donc c'est sûr que si on va complètement vers ces produits, ça n'ira pas. Mais voilà, on trouve des aliments plus naturels, comme les légumineuses aussi, qui conviennent très bien. Voilà. Mais c'est la fréquence, c'est sûr, à laquelle ils sont consommés. Comme la fréquence de la charcuterie, comme la fréquence de la viande. Ok. S'il n'y a plus de questions, je vous propose de passer directement à l'apéritif durable, qui est à la salle du Sénat, juste en dessous de nous. Et merci encore. Merci à vous. Merci. Il y a une permanence téléphonique, si jamais aussi on répond le mardi matin pour un peu toutes les questions d'alimentation. Donc, voilà, n'hésitez pas.